Quelqu'un sans fin s'effondre, se contredit. Sous les paupières, quelqu'un que nous avions aimé sort dans la nuit, sans mots, pour ne jamais revenir. Comment était le jour? Comment était-il brillant? Le long de grille, regard léger et pur chantonnement, quelques traces, quelques mots, sous la lumière, visage inchangé, attend ainsi, immobile. Ou, encore sur les brumes, sur les rives, quelqu'un que nous appelions de plus grands noms, le jour était ainsi, dans les bouches, cette cendre, ce sable perdu. Oui, j'ai vécu à Toulouse, pas très loin de l'Espagne aussi, avec peut-être une extrême violence intérieure, mais qui n'arrivait pas à se dire, qui n'arrivait jamais à se dire. Là aussi, question de parole, comme, un verbe qui serait pas silencieux, mais qui aurait été tu, On peut faire des jeux de mots psychanalytiques ou tuer, mais c'est vrai, il y avait quelque chose de non pas éteint, mais qui était très très enseveli et non pas oublié, mais très loin dans la mémoire et avec beaucoup de douleur, je crois. On peut employer ce mot qui sans qu'il y ait trop de honte. Sans mots, avec cette peur qui grandit, qui soulèvera cette pierre, qui nous lèvera cette nuit. Quelque chose sans fin s'amenuise et grandit. L'espace ouvre un visage, heure après heure, debout. Au long de ce jour, quelqu'un nous revêt, comme la pierre soudain, la pierre. Immobile, rien n'apparaît plus. L'amant au dos. L'amant ne voit plus sur les sols descendre à la mer. Le monde vacille par à-coups, l'ombre et l'horizon par endroits. Un corps se fait, une autre langue, sur un autre objet. J'avais beaucoup de silence en moi, oui, beaucoup de silence et beaucoup de retenue, beaucoup trop, certainement. Et j'ai l'impression d'avoir perdu l'enfance, de l'avoir jamais eu. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir été toujours dans une sorte une sorte de noirceur, qui n'appartient pas à l'enfance. Si ce n'est avec quelques souvenirs, alors qu'on essaie de s'approprier et qui sont soudain lumineux, à Toulouse, je sais pas, c'est le ciel, de voir le ciel au-dessus. Il y a une chanson de Nougaro, mais qui est très belle, et c'est vrai que l'église Saint-Cernin et le ciel, c'est extraordinaire. Et ça, j'ai un souvenir comme ça, un souvenir de ça. Mais la petite fille était plutôt, même pas triste, mais trop grave pour une petite fille. Et je crois qu'il fallait rattraper un peu son enfance, là, essayer de la retrouver. Oh, oui, et le rire n'existait pas. Ça, il n'y avait pas de rire. C'est très étrange, aucun souvenir de rire.
Alors que maintenant, j'ai appris à rire. Avec les éditions Verdier, je pense qu'ils m'ont appris à rire. Ouais, à rire. Quand vous dites les éditions Verdier, vous pensez à quelqu'un plutôt, j'imagine. En premier, oui. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Gérard Bobigné. Et qui est quelqu'un d'extrêmement, je ne sais pas s'il faut le dire, mais on peut le dire, extrêmement déchiré, mais très gai et qui marche sur un fil, d'une violence extrême, mais qui est d'une générosité extrême également. Ensuite, j'ai rencontré toutes les autres personnes et qui ont été une sorte de famille, une nouvelle famille, pendant un petit moment. Maintenant, je garde beaucoup de tendresse. Il y a une tendresse qui s'est... Enfin, une amitié, je pense, maintenant qui va au-delà de même des rencontres. Bon, je sais qu'ils sont là. Hein. Je crois qu'ils ont été importants. Ils ont marqué... D'abord, ils ont pris mes textes. Ça, c'était très important. Ils ont été écrits, j'avais l'impression qu'ils ont été écrits depuis très longtemps, mais c'est-à-dire que vers 14 ans, je commençais à écrire, mais comme je pense tout adolescent un peu torturé, mais j'avais vraiment l'impression que ces textes, ils venaient quand même, ils venaient d'assez loin, donc ils étaient... C'était un long travail d'approche aussi de l'autre, parce qu'ils étaient là, ils étaient écrits, non pas que pour moi, si pour moi, pour que j'émerge. J'avais l'impression que ça me donnait tout à la fois, c'était, ça pouvait me tuer. Enfin, il y a quelque chose de tellement douloureux qui pouvait me précipiter. J'emploie encore ce mot, précipiter, mais en même temps qui me faisait renaître. Et je sais plus ce que j'avais dit. Oui, donc c'était toujours un travail de tentative de naissance. Avec les textes, donc il était là depuis longtemps. Et c'était j'ai eu l'impression que c'était mon seul moyen, ma seule issue, parce que oui, à 14 ans, c'était très difficile. Enfin, la vie, et puis elle est toujours très difficile, mais elle était peut-être encore plus difficile. Alors je me suis saisie des quelques mots que je pouvais employer, qui pouvaient être dits, qui pouvaient être écrits. Je les écrivais en cachette, clandestinement. C'est vrai que c'était une écriture clandestine. Et pourtant qui désirait, c'était vraiment désirait absolument aller vers l'autre, mais elle était clandestine. Toujours cette phrase, rose sous tant de sommeil. Personne dans le deuil sous les paupières. Et Perceval, folle, parcourt en tous sens la forêt déserte. D'amour, 3 gouttes de sang. Nous sommes tombés à la renverse, nous sommes évanouis, fendus en deux. L'enfance se tient là, à la cime, sur le chemin, dans le grand malheur. Le cœur penché sur un double abîme, une étoile est à lui qui se lève dans une grande douceur. Tombé, il parlait du temps et de cet amour, de toute éternité sous un arbre. Neige en février, avec, soudain, toutes les chances de se voir, la moindre fissure, le moindre mot, si la noirceur, les paupières jointes. Quelque chose n'en finit pas, parmi les roches et sous un arbre.
Ah oui, je lisais. Et ça, c'était un grand bonheur que j'ai retrouvé il y a très peu de temps. Enfin, non pas le... Oui, si, le bonheur de lire, là aussi clandestinement. Même, enfin, j'ai- mon père m'a apporté beaucoup pour la lecture, enfin dans les livres, et c'était certainement des lectures enfin je pense trop graves pour une petite fille, mais j'avais l'impression de vivre dans un univers à la Dostoïevski, des livres comme ça. J'étais un peu entourée de ça, et bon, ça c'était très douloureux, mais là c'était en même temps un grand bonheur parce que j'ai réussi à en tirer des mots et des aides. Je ne sais pas si on peut appeler ça une aide parce que c'est là aussi il y a des abîmes qui s'ouvrent, en particulier avec Dostoïevski. Bon, ça semble bizarre parce que bien sûr une petite fille ne lit pas Dostoïevski, mais j'avais l'impression d'être très très proche de ce genre de livre et qui était toujours là. Est-ce que mon père m'a donné des livres de Dostoïevski? Je ne sais pas. Je crois que c'est moi qui suis allée les chercher, mais ils étaient là. Il y avait ces livres-là, donc qui étaient quand même assez tragiques assez tragique, oui. Et mais il y avait toujours aussi ces histoires de rédemption, des choses comme ça qui m'ont un peu hantée. Et ça c'est, oui, qui m'ont habité très très longtemps, toujours d'ailleurs. Les autres livres, quand j'étais petite, c'est incroyable parce que j'en ai toujours à Dostoïevski. J'ai l'impression d'avoir été entourée par Dostoïevski. Ça, bon, ça c'est des lectures qui sont revenues sans cesse. Alors, je sais pas moi, 6 ans ou 7 ans, je sais que je lisais beaucoup, mais qu'est-ce que je pouvais lire à ce moment-là? Je crois que j'avais envie de lire n'importe quoi, tout. Tout. Je me souviens du roman de Renard, alors ça c'était extraordinaire. Ça c'était une grande joie. Et c'était aussi un peu cruel, il me semble. Je connais pas l'Espagne en fait, je la connais très peu, enfin j'y suis allée, mais c'est une image, là aussi c'est toujours un peu dramatique. Et l'Espagne, et puis oui, le sentiment. Je vais reprendre un titre de livre, je pense que c'est ça le titre. Le sentiment tragique de la vie. J'ai l'impression que ça m'a rejoint. L'Espagne était très proche de moi. Pour ça, c'est une idée que j'ai de l'Espagne. Une idée comme ça. Une idée. Ah oui, une idée extraordinaire aussi, et tragique à nouveau, puisque en fait, on parle plus de livres, mais ça rejoint toujours, je pense, la poésie et la littérature, c'est la corrida. Et je me souviens avoir vu une corrida quand j'étais assez très petite, et j'étais... Là, enfin, là aussi, un abîme s'est ouvert, et je pense que j'étais à nouveau ou encore précipitée un peu plus loin dans quelque chose de très sombre. Et l'autre jour, je lisais quelques phrases de Jean Genet, Le funambule, et il parle de la corrida, du funambule et de la poésie. Et c'est la même chose. C'est... c'est la même chose,
il y a là aussi, il y a la violence extrême d'une sorte d'apparition sur un fil extrêmement fragile, extrêmement dansant, mais qui peut basculer à tout instant. Et bon, on retrouve ça aussi dans Georges Bataille. Enfin, je pense dans l'extrême sentiment de la vie, peut-être. On retrouve cette extrême impression de la mort. Veille au début des nuits, avant la première heure, le premier son retourne à la neige. Derrière un voile, le rideau frappe. Au premier instant, à la première nuit, un homme disparaît, s'évanouit. Au premier instant, il réapparaît, les yeux clos, les mains dans le vide. La nuit, la tête sur le mur, les mains avancent. Un crime sans cesse revient. Qui pourrait arracher cette couronne? Qui le voudrait? Alors que viennent les chants. Qui? Ce bon dos? Où est le jour? Un homme couché dans le sable, en haillons, dormant avec le soleil qui le défigure au travers. De haut et de bas, quelque chose se décèle, venu de si loin, parmi les hommes. Il reculait sans fin, l'os flétri comme une fleur, lui seul, au début, peut désormais la dessiner, il la fait sienne dans la cendre. Lui ne bouge pas sur cette terre dans les limbes et les ruines où l'astre paraît avant, les yeux aveugles face au fleuve avant. C'est l'autre mort, les rives passées, elle, tout à lui, infidèle, l'orage part à coups. Je pense qu'il se passe quelque chose, une sorte de... Mais là, bon, peut-être c'est l'ordre de la métaphore, mais ce n'est pas que de l'ordre de la métaphore. Mais il y a une sorte de brasier, et j'ai l'impression que c'est un brasier spirituel, physique, enfin charnel, enfin tout converge dans ces lieux. Alors dans les Corbières, de manière extraordinaire, parce que le paysage est complètement aride, violemment solaire aussi. Le soleil est là avec toute cette puissance de vie, mais aussi de mort, d'impossibilité à regarder ce soleil qui est là, qui est là et qui est impossible. Et j'ai l'impression que tout ça est là, dans cette région, très très violemment. Donc l'Espagne. Enfin, oui, il y a un brasier intérieur et extérieur. La nature est du même ordre, je pense. Il y a aussi il y a quelques ermites dans les Corbières qui vivent comme ça, en haut d'un rocher, seuls. Je crois que là, on rejoint aussi, enfin, tout aussi bien, enfin, ce sentiment tragique et un sentiment aussi très très enthousiasmant de la vie, enfin exaltant, une sorte de jeu terrible. Mais j'ai une grande...
il oscille sans cesse. Et je pense que c'est pour ça aussi que je parlais de ce film et je parlais de Jean Genet, parce que il y a aussi un sentiment très fort de vie, donc qui est peut-être une sorte d'exaltation terrible de vie. Donc il y a les deux pôles. Il n'y a pas trop de milieu en moi. Enfin, dommage. C'est génial, ça. Le monde tremble, chacun tombe et se défait. Mort, pas un cri. Mort, seul le roulis, l'eau avance, puis les pierres et les oiseaux de mer sans retour. Pas un cri, pas un lieu. Cette souffrance même nous est impossible. Sur les murs luisent les choses, les espaces flambent. C'est son visage, son cœur qui a atteint l'exténuation. Une transparence vouée à ce silence. À bout de force, rien ne se révèle encore. Le visage perdu, un mouvement de corps, se tourner et le voir s'éloigner. Ce qui veille en nous, entre les mains, le corps vit des évanouissements où se brisent, plus infimes, brillent les ruines, les rives et autres vestiges. Passent les aubes, l'aurore, à chaque matin des traces sur les choses. Alors, parler de ma mère. Là aussi, parler de ma mère, c'est quand c'est à nouveau. C'est aussi et surtout, bon, beaucoup de générosité, mais c'est aussi une mère noire. Sans qu'elle le sache, mais c'est une mère terrible qui oui, une mère qui ressemble qui peut entraîner à la mort. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement violent dans son amour. C'est pour ça que je dis que c'est une mère noire. Et dans Perceval, dans Chrétienne 3, et dans beaucoup d'autres livres, on parle de ces mères qui donnent le silence, qui ne donnent que le silence, enfin un silence énorme, mais c'est un silence, et qui deviennent une sorte de pays impossible, mais extrêmement présent, extrêmement violent, parce qu'il abolit la parole. Oui, il abolit la parole. Il n'y a plus de parole. Il n'y a je crois que c'est le royaume des mers, une sorte avec le royaume des mers également, qui ensevelit, qui submerge. Et ça, c'est l'extrême violence. Là, c'est aussi une extrême. C'est un drame. Bon, c'est une belle mère, autrement. Mais.
je ne sais pas si j'ai fait une démarche, et puis si, en fait, si je voulais aller véritablement vers le judaïsme, mais je vous disais que Dostoïevski avait été est toujours très important pour moi. Mais Dostoïevski, bien sûr, là aussi c'est très très tragique, et il y a un sentiment, il y a une rédemption. Et c'est peut-être simplement qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. À un moment, j'ai vécu une histoire d'amour très très violente, très très dure, et je me suis sentie vraiment étrangère à tout, étrangère même à moi-même, étrangère aux autres, étrangère aux lieux, étrangère dans tous les sens. Et j'ai trouvé un livre qui s'appelle d'un philosophe qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui est un philosophe juif. Et ça s'appelle toujours l'étoile de la rédemption. Et en fait, c'est comme ça, ce chemin s'est fait comme ça. Mais je ne veux pas dire non plus que je me sois arrêtée au judaïsme, mais c'était peut-être non pas un salut, mais ça a été le moment où je me suis sentie non plus seule étrangère. Il y avait d'autres étrangers, oui, d'autres étrangers sur cette terre, d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres humains qui traversaient des déserts et des étrangetés et des exils. Et c'est peut-être ça qui a été le plus important. Donc j'oscille de toute façon toujours entre, sans être vraiment pratiquante, rien, mais entre des sentiments extrêmement christiques et le désir également de sauver ma vie de tous les jours dans le quotidien. Et je pense que le judaïsme portait ça, le quotidien, savoir que le moindre geste quotidien importe. Et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et, oui, je ne le savais pas. Le détail importe. Moi, la vie, c'était simplement, pour moi, une sorte d'éternité très, très difficile à vivre, d'ailleurs, mais une sorte d'éternité incroyable. Et donc, avec tous les déchirements que ça peut supposer, parce que le temps se dérobe sans cesse. Donc, je cherchais certainement une rédemption. Ouais, je pense à quelque chose comme ça. Notre vie peut-elle ainsi se perdre, sans usure, sans bruit? Qui effacera cette douleur? Devant une fenêtre, une vitre reste immobile, comme les pluies et le roulement des choses. Personne à qui dire, tous, poussière, cendre, roulis, les sables avancent. Personne qui frappe sous les planches recouvertes de minuscules terres. Le monde est nu, traversé d'un fleuve dont jamais il ne viendrait à bout. Ainsi, l'homme oublié recule toujours, attend là, sans réponse et sans attendre, sans cet émerveillement. Une prolifération assis au bord de roches, des écueils. En droite ligne, on écrirait encore, le mot dessine la chose, et l'évanouit. L'ombre faite à la pierre, l'ombre sur le corps, dans le vide, au bord, déjà elle plongeait, le cœur bat sous la main, à l'horizon. Et cela serait, à l'un comme à l'autre, un pur éblouissement.
peut-être que ce que je recherchais, ce que je cherchais peut-être dans ce judaïsme à ma manière, enfin dans mes lectures, c'était une rédemption du corps. Et là, elle y est, enfin, la femme a un corps dans le judaïsme. Donc c'était peut-être pas une parole que je recherchais, c'était un corps, ça c'est très difficile à trouver quand il s'échappe. Dans tout ce qui est tragique dans la littérature, la parole absorbe le corps. Il y a que, enfin, simplement penser à Artaud, des gens comme ça. Oui, la quête peut-être d'une renaissance intérieure, quelque chose qui sortirait de l'abîme et qui redonnerait le regard. Parce que dans Perceval, la quête de Perceval, elle passe par toutes les erreurs, toutes les errances. Il a oublié son nom, il ne sait plus son nom, il voit le Graal, il ne sait pas que c'est le Graal, il ne pose jamais les bonnes questions, il erre, enfin il est dans l'errance, et mais ce qui revient toujours à lui, qui lui redonne le regard par 2 fois, c'est ces gouttes de sang sur la neige qui sont le symbole de oui, la semblance, il emploie ce mot, la semblance de la femme aimée qu'il a entrevue, et aussi des gouttes du sang du Christ et de la lance qui saigne, qui passe devant lui, qu'il ne reconnaît pas. Ça, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu que Chrétien de Troyes avait écrit, enfin, j'espère que je ne me trompe pas, en tout cas pour le comte de Flandre, dont le père était allé en Terre Sainte chercher les reliques des gouttes de sang du Christ. Et bon, ça revient aussi dans ces textes, il y a toujours ces 3 gouttes de sang qui sont ce vermeil, le sang et la neige, la blancheur du corps de la femme aimée, et ce sang, et ça revient très souvent chez moi. C'est quelque chose que je trouve, c'est quelque chose qui me porte. Où passe la lumière de l'ouest, celle des nuées, des averses et des marées, celle des alcools. Le pas de l'homme bascule d'un sens dans l'autre, une seule voix sur la langue, toujours le songe, l'étendue de neige et le sang. Sur son visage, sur le blanc, les 3 gouttes vermeilles. Enfin, toutes les averses, il marche loin d'elle, qui se déroule à l'infini, oublié. Dès lors, disait-il, mon enfant, mon épousée, la mort pousse en nous, grandit à la mesure des jours. L'eau se déverse, que forcent les prières, que forcent nos chants, chaque chose, et eux, chacun des mots les dépareille, les précipite hors lieu, ainsi qui attend des hommes et des ombres par milliers vacillent, qui, toujours, nous frappent en plein creux, nous fait ce défaut, cette errance.
j'ai rencontré certainement la grande histoire d'amour que j'ai vécue. La personne était comme ça, était un Perceval folle, c'est-à-dire qu'il était sans regard, avec beaucoup de violence intérieure, beaucoup de recherche, mais il était sans regard, il voyait pas. Et Perceval, oui, je vous le disais, retrouve le regard à un moment. Il sort de lui-même, il s'oublie lui-même. Si je me souviens bien, c'est presque ça le texte. C'est au moment où il regarde les gouttes de sang sur la neige, il s'oublie lui-même, il retrouve un regard. Et folle, parce que quand on est folle, le mot est plus me semble-t-il, plus proche de l'errance, une sorte d'exaltation rapide, allant en tous sens, quêtant un peu dans tous les sens, sans savoir où on doit s'arrêter, où on est, à quel moment il est important de s'arrêter, de regarder, de parler ou de se taire. Et je trouve que le mot folle, d'abord je le trouve très beau, et il condense cette sorte d'agitation en même temps très très juvénile et très, je crois, une sorte de jeunesse pour l'éternité. Il y a quelque chose comme ça, de traverser des mondes, de traverser des luttes, des drames, en gardant cette jeunesse qui est tout à la fois un don, mais qui est aussi un défaut dans le vrai sens, un manque, une faille, une défaillance, quelque chose qui est de l'ordre de la défaillance. Quelque chose sans fin nous déchire, des espaces venus en trombe, des feuilles, des choses inconnues et des mots très anciens. Puis les saules, de nouveau les saules sont grands ouverts, lorsqu'il parle, lorsqu'il se tait. Un amour comme les eaux, sans ciel ni personne. L'aube se fait d'entre les mondes, un point de rupture, une blancheur de cierge. Sous les paupières, dans ce long sommeil, chaque instant dans le flot des mers, rosée étreinte, tes songes se répètent. Les ailes, l'oiseau, ce tremblement, les pas ensemble dans les jardins. Poser dans la sienne une main, l'odeur des feuilles, terre à plat, après les pluies, après qu'il marche. L'odeur vient des terres, vient des corps, sang entaille dans cette mémoire, un froissement si bas, et les pierres, une à une, nous ramènent à l'attente. Placées une à une, ainsi, quelle ombre, quelle défaite, quel spectre bouge et nous hante, qui nous défigure, le cœur bat pourtant, est-il invincible, ne s'arrête-t-il jamais, ce désir de lui, le visage sur l'épaule, que le peintre a effacé. Une femme s'est approchée, des corps à corps, des mots marquent les étapes tout bas. À peine, dans cette lumière qui tombe, l'homme est allongé, l'homme blessé repose peut-être, après qu'elle, la bien-aimée, a été enlevée.
Oui, c'est le désastre. C'était le désastre dans tous les sens, dans le vrai sens du mot. Mais il était déjà là, le désastre. Par mon enfance dont je parlais, il était déjà là. Donc j'ai rencontré une sorte de Perceval qui était capable de marcher sur un fil aussi, de marcher sur un fil, de marcher sur les toits, de parler à Dieu, d'invoquer. Mais en même temps, il ne voyait rien, il était aveugle, c'était un aveugle. On est tous toujours un peu aveuglés, mais c'est un aveugle. La peinture, j'ai quelques amis peintres et c'est ce qui me réjouit, ça me comble, ça me redonne un corps immédiatement. Alors, quand le dimanche, c'est un jour que j'aime assez, j'essaie de préserver ça, et souvent je vais voir des peintures, n'importe. Enfin, je n'ai pas forcément une idée de ce que je vais aller voir, mais je vais regarder des peintures. Je peux rester très longtemps devant une peinture. Ça me redonne un corps. C'est ce que ça me redonne une vie. Une vie autre. Oui, surtout ça. Et tous les peintres que je connais ont un rapport à la matière. Moi, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai avec difficulté. Et il me donne de la couleur. C'est une lumière qui n'est pas comme cette lumière du soleil qui peut être tragique et qui peut assassiner, en fait, qui peut tuer, qui est d'une violence parfois insoutenable. Mais là, c'est une lumière toute... c'est la lumière du corps. Et c'est l'autre. Là aussi, c'est l'autre qui apparaît et qui donne un corps aussi. Qui donne un corps. Je regrette de pas peindre. Je crois que... Mais je peux pas. Isabelle Jolivet dessine. C'est très proche de l'écrit, de toute façon, ce qu'elle fait. Donc, elle se saisit de mes mots. Et, elle fait quelque chose d'assez cruel et de très, très proche de l'écriture. Donc, c'est un peu moins peintre qu'un ami, Alain Gozlin, avec qui j'ai une grande amitié, et qui, lui, ne se saisit pas des mots, mais peint par rapport à ce que j'ai écrit, je pense. Me perdre dans le Louvre. C'est un lieu qui m'apaise. Oui, les couloirs du Louvre, les escaliers, les marches, les sortes de sièges, il me semble, certains recouverts de velours assez sombre. Et là, s'asseoir, écouter les pas des autres, venir au tableau, les regarder. J'aime aussi regarder les gens en regardant les tableaux. Et
Il ne se passe rien, simplement des hauts et des bas. Et crier part, et son cœur bat encore, veilleur dans l'ombre. Il dit quelques mots, bribes lancées dans les gravats. Il dit « Allons ensemble, ma sœur, qu'importe, mon épousé ce fracas et cette pluie et l'ordure qui avance. » Il plissait des yeux, puis regardait à la dérobée, visage devenu lui-même comme une fente, un grand abri de lumière. Dernier rayon au long du mur qui choit. Une longue attente toujours commence, une cible et toute disparition. L'horizon se divise. Un homme, dans un lieu où, dans un désert, livre passage à une lumière. Main entre le vide et le monde, il pense. 1000 détonations, l'océan et le corps s'évanouissent sous le linceul. Avant le temps, sans objet, brille au loin. Est-ce sur le front? Une main semble parfois effleurer. L'homme appuie des deux bras. Sur la muraille, il voit le ciel, et lui, mort dans cet autre monde, inchangé, se défigure, et là, absent de toute éternité. Je suis venue à Paris plusieurs fois et parce que j'avais l'impression que là aussi j'allais trouver un lieu où moi-même j'allais renaître, je ne sais pas, je cherchais toujours un lieu, mais en fait bon, c'était pas un lieu que je cherchais, c'était une sorte de peut-être de une meilleure harmonie avec moi-même, enfin quelque chose de un peu plus tendre avec moi-même, et donc je suis venue très souvent à Paris à partir de 19-20 ans, il me semble. Mon père vivant à Paris, je pense que ça avait certainement un lien. C'est-à-dire que oui, j'ai fait beaucoup d'allées et venues entre Paris et Toulouse. Et je suis revenue, repartie. Je suis allée vivre à la campagne. Et je suis revenue à Paris il y a 5 ans, véritablement. Ah, oui, 5 ans. J'ai vécu 6 mois à la campagne. Et alors là, enfin, je ris, mais c'était extrêmement dramatique parce que c'était une toute petite maison, c'était dans le Marais Poitevin. Donc vraiment le pays de l'Ouest, enfin l'Ouest, avec tout ce qui peut être très très mélancolique, un peu enlisant, avec des marais, avec une lumière très très basse, assez avec beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup de noyades. Je pense c'est quelque chose qui je l'écris souvent, mais l'Ouest, c'est un pays que j'aime beaucoup, enfin l'Ouest de la France, mais qui est très très triste, très mélancolique, qui me déchire complètement. Donc j'ai vécu dans ce pays, pas loin des Marais Poitevin, et
C'est vraiment une expérience et une épreuve. J'ai vécu dans une petite maison qui, peu à peu, a été entourée par les eaux. Toutes les rivières avaient débordé et l'eau montait véritablement. Et j'étais obligée de m'en aller parce que l'eau gagnait la maison. Oui, gagnait. C'était assez extraordinaire. Mais j'étais obligée de partir parce que l'eau était aussi vraiment symbole de mort. Je voyais la mort, enfin, tout autour. France Culture, Clair de nuit, vous écoutiez Fabienne Courtade. Patrick Mandon lisait Quel est ce silence de Fabienne Courtade aux éditions Une. Ce soir, Roland Alagnès, Thierry Beauchamp, Jean Couturier, Irène Omelianenko. Demain, Vidéoson 5, Éclat de fête, tentative première Emmanuel Fèvre, Chalon dans la rue, Thierry Beauchamp, Revue Dub, Rémanence, Pirogue, La durée du oui, Trisomie 21. Bonne nuit.